Sous la présidence Trump, la politique étrangère américaine montre des signes d'interventionnisme plus affirmés qu'attendus, avec des actions controversées qui bousculent les normes diplomatiques traditionnelles. En quelques jours à peine, Washington a multiplié les signes de force, une intervention militaire contre le Venezuela, des déclarations contre le Groenland, territoire pourtant allié via le Danemark, et désormais des menaces ouvertes contre l'Iran sur fond de tensions régionales et de pression sécuritaire. Un début d'année donc marqué par une rupture avec le discours classique sur l'ordre international. Notamment avec l'Iran, les relations entre les États-Unis et l'Iran ont connu une montée extrêmement rapide des tensions, au point de faire peser sur le Moyen-Orient et au-delà un risque de confrontation directe. Dans ce contexte, le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunira aujourd'hui, jeudi 15 janvier, pour un briefing sur la situation en Iran, alors que Donald Trump n'a pas encore précisé les mesures qu'il comptait prendre à l'encontre de l'Iran. Même si plusieurs rumeurs hier soir affirmaient que Donald Trump avait ordonné des frappes sur l'Iran. Avec nous ce soir pour en parler, Bahram Soltani, professeur émérite à la Sorbonne. Bonsoir, Monsieur Soltani, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, Madame, merci à vous et le média également. Avec plaisir. Alors, merci. Justement, est-ce que vous pouvez nous dire quel bilan est-ce qu'on peut tirer des premiers jours de 2026 pour la diplomatie américaine sur la scène internationale ? Très bien. Madame, si vous permettez, je vais commencer par la pression exercée sur l'Iran. Depuis longtemps, évidemment, ça rejoint ce que vous avez. Je vais évoquer plutôt trois raisons principales. Tout d'abord, l'indépendance de l'Iran dérange les pays occidentaux. Parce que l'Iran ne demande rien depuis la révolution de 1979, économiquement, militairement, et socialement. Il y a une sorte de rupture. Ce n'est pas vraiment la faute de l'Iran. On peut également reprocher à l'Iran, certainement, surtout la République islamique. Ça, c'est la première raison. Deuxième, c'est la dimension géographique et également géopolitique et territoire. L'Iran, c'est un grand pays, 1 700 000 mètres carrés. Et par exemple, si je compare, c'est 3 fois la France, 5 fois la Grande-Bretagne, l'ensemble, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, c'est la même taille que l'Iran. Donc, ça pose problème. C'est un grand pays. Et les pays occidentaux, surtout l'Israël et les États-Unis, ne veulent pas un grand pays au Moyen-Orient. C'est très grand. L'Iran est très grand par rapport à sa taille et la population de 90 000. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est une sorte de la volonté de fragmenté de l'Iran. Véritablement, il y a un projet de couper l'Iran en 6 parties, surtout la partie sud, pétrolier, que les États-Unis souhaitent avoir. Donc là, c'est lié à ça. Donc maintenant, je reviens sur ce que vous avez dit. On parle de droit international. Moi, je dis plutôt désordre international. Il y a la loi des forces, c'est-à-dire les États-Unis qui soutiennent l'Israël, évidemment, ne respectent pas le droit international. On ne peut pas dire, par exemple, je donne 4 exemples. Par exemple, la Charte des Nations Unies, article 4, paragraphe 2, dit qu'on ne peut pas menacer un pays membre de... Oui. Voilà, on ne peut pas menacer comme ça, comme ils ont fait depuis 1980. La Charte des Nations Unies n'est pas respectée. L'article 51, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une sorte d'attaque préventive. On ne peut pas, le pays a le droit de défendre ses revendications. Deuxième point, ça concerne le Conseil de sécurité. Évidemment, les autres sont responsables. Mais par exemple, si j'évoque le cas des États-Unis, qui est l'acteur principal dans ce jeu, depuis 1972, 53 reprises, ils ont bloqué les votes contre l'Israël, 53 fois. Si je compte depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 72 fois. C'est-à-dire que les États-Unis bloquent
le Conseil de sécurité ne laisse pas les autres jouer. Évidemment, les pays comme la France, l'Angleterre, ils jouent le même rôle, mais plutôt les États-Unis qui votent. Parfois, il y avait des votes un petit peu mitigés, abstentionnels, mais les États-Unis, ils votent. Bon. Maintenant, je reviens sur les remises en cause directes des principes fondamentaux du droit de l'homme. Par exemple, les sanctions portées sur la Cour pénale internationale, sur les juges. Et évidemment, après, il y a rapporteur de Nations Unies, Madame Albanese aussi qui est. Donc il y a véritablement une sorte de remise en cause de tout, c'est-à-dire que le Conseil de sécurité est bloqué, tout ce qui concerne les valeurs fondamentales de droits de l'homme, on ne peut pas le faire. Et évidemment, maintenant, pourquoi il y a ce type de démarche? Je reviens sur l'aspect historique. Je vais dire à 1900, voilà, il y a une sorte de doctrine 1823 qui s'appelle doctrine Monroe. Oui, donc il y a un retour à la doctrine Monroe. La question s'était posée aussi avec le Venezuela. Du coup, ils font la même chose avec c'est ça. C'est-à-dire que doctrine Monroe 1823, c'est le nom du 5e président américain, qui concernait à l'époque la colonisation des pays européens. C'est-à-dire les pays européens voulaient coloniser les États-Unis. Donc les États-Unis, le président à l'époque, Jim Monroe, il disait non, on ne peut pas le faire. Maintenant, à l'heure actuelle, le président Trump, il utilise le même vocabulaire. C'est-à-dire, cette doctrine inspire c'est-à-dire la politique étrangère des États-Unis depuis que Trump, il est réélu. Voilà, exactement. Alors, deuxième point est qu'il y a une sorte de directive israélienne qui s'appelle Clean Break, Dirty War. C'est-à-dire, c'est une nouvelle stratégie pour sécuriser Israël et les États-Unis, qui concerne, établi par Netanyahou en 1996. Et là, maintenant, pour établir ça, en fait, le Moyen-Orient, l'administration américaine a donné la carte du Moyen-Orient à Israël. Vous faites tout ce que vous voulez et nous sommes là. La preuve est qu'ils ont attaqué tout d'abord la Palestine, après Liban, après la Syrie, après, après maintenant c'est le tour de l'Iran. Et là, il y a eu des voix qui ont monté un peu, Oman, le Qatar, l'Arabie Saoudite, qui ont justement un peu alerté en disant il faut que ça s'arrête là. Il y a eu des alertes aujourd'hui de la part des pays du Golfe qui ont dit à Trump, en tout cas, on ne laissera pas d'avions américains survoler l'espace aérien iranien. Voilà. Bon, là, évidemment, on peut regarder ça. Est-ce que c'était tout ce qu'ils disent? Parce qu'on a vu dans la guerre de 12 jours, il y avait, on ne sait pas, il y a des informations qui sont égales. Maintenant, le problème de l'Iran, comme j'ai parlé de ça, les États-Unis, en termes de tentative de changement de régime, il y a un très très bon livre d'une politologue qui s'appelle Lindsay O'Rourke, qu'elle dit que depuis 1947 jusqu'en 1989, il y avait effectivement 70 cas tentatives de coup d'État par les États-Unis. Ça, c'est véritablement établi. C'est-à-dire c'est un livre documenté. Maintenant, elle s'arrête à 1989 et si on continue 1989 jusqu'à aujourd'hui, il y a des cas comme Libye, l'Irak, il y a également Venezuela, 2003, par exemple, concernant le Venezuela, il y avait une réunion de dîner en 2017. Trump avait, avec les chefs d'État et le ministère des Affaires étrangères des pays Amérique latine. Donc il aurait préparé ça depuis son premier mandat. 2017, il a dit très clairement aux représentants de Venezuela qu'on va vous attaquer. 2017, donc ça, c'est pas aujourd'hui. Donc tout ça a été fomenté en fait depuis. Exactement.
Voilà, donc là, il y avait aussi, j'ai la liste tous des actions criminelles des États-Unis qui concernaient la guerre ouverte, les opérations de renseignement clandestines, le soutien des groupes armés, l'assassinat ciblé, que je travaille, j'ai des documents targeted killing, c'est-à-dire il y avait évidemment 400 cas par l'Israël qui a tué des gens. Je pense que la date c'est 1900, la base que j'ai, 1956 jusqu'à aujourd'hui, 400 cas. Des voitures piégées, on avait des femmes, des enfants dans les voitures qui sont tués, etc. Donc là, après l'enlèvement, le kidnapping, on a vu le cas de Maduro actuellement, oui. Voilà, il y a une manipulation des médias, voilà, c'est très clair, corruption des responsables militaires, voilà. Donc, il y a une sorte de... Et aussi également les sanctions économiques. Les sanctions économiques, maintenant, voilà, j'ai des informations, il y a un juge français qui s'appelle Nicolas Guillou, qui est sanctionné lui-même. Il est juge au sein de CPO, c'est-à-dire le cours de... Il dit très clairement il y a 15 000 actuellement en sanctions imposées par les États-Unis, dans l'ensemble, c'est-à-dire contre les pays, les organisations, les individus, etc. Donc, il y a le cas de Thierry Breton, ex-commissaire qui est sanctionné également. Il ne faut pas entrer aux États-Unis. Maintenant, l'Iran, comme j'ai cité la guerre ouverte, etc., l'Iran fait l'objet de tout ça. C'est-à-dire que depuis la révolution iranienne, tous ces éléments sont testés sur l'Iran, c'est-à-dire depuis que là-bas. Donc, il y a aussi les discours. On va juste écouter justement hier Donald Trump qui a déclaré qu'il allait agir de manière très forte face à l'Iran. On va écouter justement le président américain à la sortie de son avion hier. Mais nous allons trouver une solution à cela, mais l'Iran, c'est la priorité. Quand je vois les morts là-bas, donc nous allons chiffrer tout cela dans une vingtaine de minutes pour saisir la situation. Il y a des tueries, on ne sait pas encore chiffrer cela, je saurai dans 20 minutes. Et nous prendrons les mesures correspondantes. Les frappes protégeront les manifestants? On ne sait pas. Jusqu'ici, mon historique est excellent. Donc on peut dire, pour compléter ce que vous disiez, qu'en fait, on a l'impression que la doctrine stratégique des États-Unis, c'est un peu de revenir à une forme de hard power post-guerre froide. Et du coup, aujourd'hui, avec ce qui se passe en Iran, c'est clairement, on va dire, c'était déjà quelque chose que Trump avait d'une certaine façon préparé et que du coup même là avec les sanctions, on l'a vu, une volonté de sanctions aussi, on va dire financière via le pétrole, comme pareil avec le Venezuela. Donc c'est une continuité en fait de, vous l'avez dit, la doctrine Monroe et de cette question de hard power de la part des États-Unis. Tout à fait. Maintenant, sur le cas de l'Iran, ce qui se passe actuellement, évidemment, il y a des mécontentements de peuple. L'aspect économique, d'où les manifestations. Tout ça, voilà. Les manifestations, ça existe. C'est-à-dire, à l'intérieur de l'Iran, il y a des problèmes. L'incapacité de gouvernement successif à résoudre des problèmes économiques, il y a des problèmes sociaux, etc. Ça existe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nier ça. Il n'y a pas... Donc, il y a une sorte de crise économique, sociale, et également concernant le droit de l'homme. Et il y a aussi plusieurs morts. Il y a eu certaines ONG aussi qui ont parlé de plusieurs milliers de morts, existe. Internet qui a été coupé. Exactement. Oui. Maintenant, il y a une sorte d'oligarchie en Iran. Presque 1% de la population qui joue avec le faux. C'est 1% de la population qui possède des richesses liées aux sanctions. Parce que le problème de devise est que l'Iran n'a pas la capacité de récupérer ce qu'il exporte. Tout d'abord, il n'a pas la capacité d'exporter parce que les États-Unis, il est sous sanction. C'est le pays plus sanctionné dans le monde par la durée et l'importance. Parce que on peut parler de la Russie, mais ça fait 3-4 ans. Oui. Mais l'Iran, depuis 1980, il est sous sanction. Et différents types, tous les éléments sont, etc. Maintenant, la présence des oligarchies pose un problème en Iran. 1% de la population possède
peut-être des richesses très importantes. Et là, ils ne souhaitent pas. C'est eux qui possèdent des richesses, c'est-à-dire la devise iranienne. Maintenant, à ça, il faut ajouter aussi l'intervention extérieure, ce qui s'est passé actuellement. Bon, j'ai évoqué le mécontentement de la population oligarchique. Ici, il y a des ingérences étrangères. Voilà. Maintenant, très clairement, je cite Mike Pompeo, ex-directeur de CIA, ex-secrétaire d'État américain. 3 janvier, il a fait une déclaration. Je dis tout d'abord en anglais, après, il a dit qu'effectivement, je vous félicite, voilà, des gens qui sont dans la rue, mais à côté de vous, il y a des agents de Mossad. Il a dit très clairement. The Iranian regime is in trouble, bringing in mercenaries in the last best hope. Mais il a dit quelque chose de très important que je pense qu'il y a des médias qui sont oubliés. Il a dit, next stop, le prochain arrêt, c'est Baloutchistan. Parce que c'est une province d'Iran. Et ce que le gouvernement iranien a dit, il a dit qu'il y a des gens extérieurs, qui sont entrés par cette partie, c'est-à-dire Baloutchistan. Donc maintenant, Happy New Year to every Iranian in the streets, also to every Mossad agent walking behind them. Voilà, c'est très clair. Maintenant, si j'ajoute, par exemple, les Israéliens, Mossad, surtout le canal 14, régulièrement, ils ont accompagné c'est-à-dire sur le monde Donc, maintenant, je ne peux pas dire qu'effectivement, c'est la cause. Je vous ai dit la cause plutôt. La faute du gouvernement iranien est qu'ils sont laissés aller jusqu'à qu'il y a des problèmes, tandis qu'ils savaient qu'il y aura quelques éléments. Maintenant, il y a aussi des éléments de fake news. Par exemple, il y a un très très bon livre de Monsieur Jacques Poet qui dit que gouverner par les fake news. Et on sait que les médias, pas seulement on voit les médias français, tous, ils étaient pour, voilà, il y a des morts, je dis, c'est vrai, qu'il y a des éléments blessés, morts, tout ça. Mais j'attends, moi-même, je travaille dans le domaine des droits de l'homme, j'attends avoir des informations précises et j'ai fait déjà des articles et des pressions. Mais certainement, comment on peut dire que tout d'un coup, il y a attaque vers Venezuela, enlèvement du président, et après, il y a le cas de l'Iran. Pendant combien de jours, même pas 2-3 semaines. Oui, puis le Groenland, voilà, potentiellement. Exactement. Oui. Donc, fake news joue un rôle très important dans cette démarche. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire vis-à-vis de l'Iran? Tout d'abord, c'est la responsabilité du gouvernement iranien. Il faut qu'il résolve ce problème économique, même s'il y a des ressources limitées, mais c'est très important, parce que là, on ne peut pas jouer avec, dire il y a des sanctions, mais il y a des sanctions, il y a des possibilités. Et est-ce que l'Iran est prêt à une guerre? Parce que l'Iran a dit qu'ils étaient prêts pour faire la guerre. Est-ce que c'est du bluff ou au contraire pour tenir tête à Donald Trump? Très bien. Je pense que... Je dis quelque chose très précisément, parce qu'on entend. L'armée et les gardiens de révolution en Iran, ils sont prêts, parce qu'ils ont fait des expériences de 12 jours, ils ont fait déjà la guerre Iran-Irak. Mais la diplomatie iranienne est faible, flexible. C'est-à-dire, ils entrent dans le jeu, mais maintenant, je pense qu'ils sont prêts à faire face à Israël, et aussi aux États-Unis, parce qu'il y a des bases. Avant-hier, les États-Unis, ils ont ordonné qu'on va évacuer des bases en Qatar, etc. Est-ce qu'ils sont prêts à faire? L'Iran ne cherche pas la guerre, véritablement. On n'a jamais cherché la guerre. C'est-à-dire, on ne peut pas donner un exemple que l'Iran a cherché la guerre depuis la révolution iranienne. N'a pas fait. Il était attaqué, mais pas la guerre. Mais ils sont prêts à défendre ce qu'ils disent. Oui. Tous les généraux iraniens, ils disent, généraux de l'armée aussi, les pastoraux, ils disent, nous sommes prêts à défendre, mais nous ne sommes pas pour la guerre.
En termes de diplomatie, ça pose un problème. En fait, ça posait un problème. Maintenant, la diplomatie rejoint à ça. C'est-à-dire, ils disent, oui, mais on ne peut pas vous laisser faire tout ce que vous voulez. On ne peut pas avoir le diktat américain. Par exemple, pendant la guerre de 12 jours, on était dans la négociation. Oui. Et surtout, ils ne voulaient pas négocier. Et juste dimanche, ils ont dit, on va, avant le dimanche qu'il y avait le 6e round, ils ont attaqué l'Iran 13 juin. Donc là, c'est très grave parce qu'on ne peut pas jouer. Maintenant, une autre remarque qu'on peut évidemment dire par rapport au peuple iranien. Il faut qu'il exprime. Exprimez vos revendications, mais ne faites pas des fake news. N'écoutez pas des fake news. Parce qu'on ne peut pas, à la fois, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Moi, je regarde des sites iraniens, Farsi, par exemple, très, très important, BBC Farsi. J'ai relevé 95% des informations qui sont pour les monarchies iraniennes. 95%. Évidemment, moi, je ne suis pas politique, mais on peut porter plainte. Parce que BBC est financé à 70% par le gouvernement britannique. 70%. Il y a une autre chaîne qui s'appelle Iran International, financée par Israël directement. Oui. Voilà. Maintenant, il y a une chose importante à dire. L'Europe est absente. L'attitude des dirigeants des pays occidentaux, européens, et également les médias européens ne sont pas à la hauteur de valeurs européennes. Ne sont pas. Parce que qu'est-ce qu'ils cherchent les Européens? Ils s'alignent avec la politique américaine. Parce qu'ils pensent qu'il y a intérêt économique, peut-être énergétique, géopolitique. Après, oui, il y a eu beaucoup la question du pétrole. Le pétrole, tout ça. Ils volent au détriment de leur propre, évidemment, autonomie politique. L'Europe, voilà. Et on a aussi l'impression qu'il y a un nouvel ordre aussi mondial multipolaire qui se dessine, la Chine, la Russie, les États-Unis. Et du coup, selon vous, ça se reflète aussi dans la réponse à la crise iranienne. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a eu le ministre chinois des Affaires étrangères qui a appelé au dialogue lors d'un entretien téléphonique avec le ministre iranien des Affaires étrangères. Et il a ajouté que la Chine était prête justement à jouer un rôle constructif. On a eu plusieurs pays qui essayent aussi de temporiser peu, de calmer le jeu, parce qu'on a l'impression que vraiment il y a une escalade des violences. Tout à fait. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'Iran ne cherche pas la guerre, parce qu'on n'a pas besoin de le faire avec la population de 90 millions, avec un pays aussi large, etc. Maintenant, pourquoi l'Europe a perdu son rôle, véritablement rôle? Je vous ai dit qu'il y a des intérêts économiques, etc. Mais il commet des fautes politiques et morales. Parce que j'ai ici le jour 12 jours, le jour du 13 juin qu'Israël a attaqué l'Iran, j'ai fait un article, 23 pages. Et j'ai la déclaration officielle de 3 dirigeants, M. Macron, le Premier ministre britannique, et aussi le chancelier allemand. Je vais juste dire, une ligne pour chacun. M. Macron. L'Iran porte une lourde responsabilité dans la déstabilisation de toute la région, condamnée par la France, etc. Bon. Keir Starmer, le Premier ministre britannique, Israël a le droit de se défendre, mais le conflit nécessite également une solution diplomatique. Tous les 3, ils disent, ils ont. Maintenant, Friedrich Merz, chancelier allemand, il va aller plus loin. Ils disent, vous faites à Israël en fait, vous faites la guerre pour nous, le seul boulot pour nous. Oui. Voilà. C'est-à-dire, vous faites notre travail. Et là, il a affirmé également le droit d'Israël à défendre son existence et la sécurité de ses citoyens. Donc, c'est-à-dire que là, l'Europe est véritablement, maintenant, on avoue dans le cas. Maintenant, par exemple, dans le cas de l'énergie atomique, l'Iran a été prêt à signer, mais l'Europe a joint les États-Unis, ils disent zéro prolifération.
qui n'existe pas parce qu'on ne peut pas obliger un pays, parce qu'il y a utilisation d'énergie, en fait, de prolifération pour les médicaments, pour radiologie, tout ça. Donc, ils sont en train de mettre la pression, tandis que l'Iran a signé 2015 le traité avec les États-Unis. Les Européens, ils ont signé, mais après, Trump, il se retire. Il dit, oui, mais on ne veut pas, il est trop... Voilà, on ne peut pas faire confiance à ça. Donc, l'Iran, maintenant, dit, oui, mais vous avez signé, les Européens, mais comment vous voulez revenir en arrière, demander l'Iran que vous devrez avoir 0%. Après, il y a tout ce qui concerne les missiles balistiques, oui. Par exemple, qu'il ne faut pas qu'ils attaquent, il faut qu'ils soient maximum 300 km. 300 km, c'est-à-dire qu'il faut aller vers l'Irak. Mais l'Iran n'a pas besoin d'attaquer l'Irak. Il a besoin, en fait, c'est pour se défendre. Pour se défendre, il a besoin d'avoir les missiles balistiques, parce que si, pendant 12 jours, on n'avait pas ça, l'Iran était terminé, parce qu'il se défendait. Par exemple, pendant 12 jours, deuxième jour, Witkoff, le représentant, avait demandé que maintenant on signe parce que vous êtes terminé, 12e jour. Après, à partir du 7e, 8e jour, c'est Israël et les États-Unis qu'ils ont demandé. Israël a demandé les États-Unis, Trump, intervenir parce qu'on est en train de... Voilà, on ne peut pas... Voilà. Donc, je pense que, par exemple, je donne un exemple, l'Europe, depuis 10 jours, a interdit, depuis 10 janvier, a interdit tous les représentants diplomatiques iraniens entrer au Parlement européen. Maintenant, si je fais la comparaison, l'Israël, depuis 3 ans et même depuis 40 ans, ils ont fait beaucoup plus mortier et évidemment, ils ne sont pas sanctionnés. Ils peuvent entrer au Parlement. Donc, ça montre évidemment. Maintenant, la Chine et la Russie, évidemment, l'Iran a signé des accords avec eux, mais ces accords ne concernent pas l'aspect militaire. Peut-être il y a l'achat de l'arme, mais il n'y a pas la défense. Tandis que la Russie souhaitait avoir une sorte d'accord militaire avec les réserves. Mais le gouvernement précédent, ils ont dit non, c'est pas la peine, etc. Et là, c'est une erreur à faire. Merci beaucoup, Bahram Soltani. Merci. Je rappelle que vous êtes professeur émérite à la Sorbonne.